Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Léon Blum, tome 1, de Serge Bersten, lu par François Cottrell. Pour faire taire les coquins, vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumônière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne crèvent plus de faim. Avant-propos. La cause paraît entendue. Statufié de son vivant comme un de ces géants qui ont marqué l'histoire française d'une empreinte indélébile, Léon Blum occupe dans la mémoire nationale une place à jamais fixée. Et les images se multiplient pour attester le rôle éminent de l'homme politique et de l'homme d'État. La vibrante défense du socialisme démocratique face au communisme naissant, dont il perçoit la dérive totalitaire dès le congrès de Tours, la recherche de la voie étroite entre marxisme et république, qui doit servir de ligne directrice à la SFIO maintenue, l'accession au pouvoir dans la fièvre des journées de juin 1936 et la tentative de solution de la crise économique au bénéfice du monde ouvrier, l'appel désespéré et vain à l'union nationale face aux dangers nazis, l'épreuve de l'emprisonnement par Vichy et de la déportation par les nazis qui lui confère l'auréole du martyr, enfin, la mobilisation au service de la 4e République naissante de l'immense capital de respect et de sympathie dont il jouit en France comme à l'étranger au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Or, sur tous ces points fondamentaux, tout a été dit et bien dit. Depuis l'ouvrage pionnier de Joel Colton, traduit en français en 1966, la fabuleuse carrière de Léon Blum a fait l'objet de la talentueuse étude que lui a consacrée Jean Lacouture. Plus récemment, l'historien israélien Ilan Grelsamer, qui a consulté les archives de Léon Blum déposées aux archives d'histoire contemporaine de la Fondation nationale des sciences politiques, et celles confisquées par les Allemands puis détenues par les Soviétiques à Moscou jusqu'à une date récente et qui ont rejoint les précédentes à Sciences Po, a consacré à l'ancien dirigeant socialiste un volumineux et intéressant ouvrage en portant son attention sur l'homme Léon Blum et sur ses rapports complexes avec sa judéité. Les violentes attaques antisémites qui ont visé Léon Blum durant toute sa carrière ont été analysées par Pierre Birnbaum dans un livre sans complaisance. On n'en finirait pas de citer les ouvrages traitant de la politique du Front populaire, discutant de la pertinence de ses mesures économiques, évoquant le drame national que fut la guerre d'Espagne et la décision gouvernementale de la non-intervention, reprenant les pièces du procès fait aux gouvernants des années 1936-1940 sur la préparation ou l'impréparation de la France à la guerre, ou soupesant les raisons de l'échec final d'une expérience qui n'a pu ni résoudre la crise économique, ni rassembler les Français contre l'hitlérisme menaçant. Il faudrait cependant méditer le volume de Jean-Michel Gaillard consacré à la brève période allant de la victoire électorale du Front populaire à l'entrée en fonction du gouvernement Blum, et qui insiste sur les limites de l'expérience comme sur les multiples contraintes qui devaient corseter celle-ci. On peut dès lors valablement s'interroger pour savoir s'il reste quelque chose à dire sur Léon Blum qui vaille la peine de lui consacrer un ouvrage supplémentaire. À vrai dire, l'interrogation, qui servira d'axe au présent livre, est marquée d'une certaine contradiction. D'une part, il s'agit, à travers le cas personnel de Léon Blum, de comprendre la signification pour un intellectuel de l'adhésion au socialisme dans la première moitié du XXe siècle. L'hypothèse de départ de cette question est que Léon Blum résume en sa personne les aspirations, les espoirs, l'effort de démocratisation politique et sociale du socialisme français, mais aussi les utopies dont il est porteur, ses ambiguïtés, ses contradictions et ses apories. C'est dire que l'étude implique, à tous les moments de son déroulement, une mise en situation du personnage qui nécessite que soit dressé le décor au sein duquel il agit, que ce décor soit celui du Parti socialiste, du Parlement,
du système de partis ou des événements politiques, économiques, sociaux, internationaux qui marquent l'histoire française dans la première moitié du XXe siècle. À cet égard, c'est bien un Léon Blum en son temps que ce livre ambitionne de camper, puisque l'homme politique a pour mission de proposer des solutions aux multiples problèmes que la conjoncture du moment pose à ses concitoyens. Mais d'autre part, si l'objet de la recherche dépasse incontestablement la personne de Léon Blum, il est d'autant moins possible de faire abstraction de celle-ci qu'à la différence de nombreux hommes politiques qui se sont identifiés à leurs fonctions au point de faire l'impasse sur leur vie personnelle, dont la prise en compte n'apporte rien à la compréhension de leur action politique, tel n'est pas le cas du président du Conseil de 1936. Il est bon de rappeler qu'au moment où il apparaît comme l'inspirateur et le guide du Parti socialiste SFIO, il est presque quinquagénaire, et que ses nouvelles activités n'exigent pas de lui qu'il renie celui qu'il a été jusque-là. Par ailleurs, sa vie privée, sa famille, sa santé, sa sensibilité ne sont pas sans incidence sur son action politique, et jusqu'au seuil de la vieillesse, il devra composer avec elle. Inscrire Léon Blum dans son temps n'implique en rien de renoncer à comprendre l'homme, sa psychologie, ses soucis permanents, son mode de vie ou ses amitiés. Bien entendu, l'étude du socialisme français à travers Léon Blum ne représente en rien une approche inédite. Dès les années 1960, Gilbert Tsibura avait publié un ouvrage important sur le sujet, qu'il avait toutefois arrêté à la date de 1934. Par ailleurs, mon collègue et ami Marc Sadoun, excellent connaisseur de la pensée politique de Léon Blum et du Parti socialiste, a évoqué celle-ci dans plusieurs ouvrages qui font autorité et qui sont particulièrement éclairants. Le nombre et l'importance des travaux déjà publiés, les recherches effectuées et dont les résultats apparaissent particulièrement fiables, ne m'ont pas dispensé de recourir aux sources, et en particulier aux archives revenues de Moscou et déposées aux archives contemporaines de Sciences Po, dans la mesure où les archives ne parlent pas par elles-mêmes et ne répondent qu'aux questions que leur pose l'historien. Or, il m'a semblé qu'une partie des questions posées étaient neuves et répondaient à une problématique propre à l'ouvrage et qui en justifiait la rédaction. Il est évident que, comme dans tout ouvrage d'histoire, si la perspective adoptée en constitue l'originalité, une partie des matériaux relève des apports des œuvres traitant des diverses questions qui seront abordées au fil des pages. Il reste que celui-ci n'aurait sans doute pas abouti sans l'aide constante reçue de l'équipe du Centre d'histoire de Sciences Po, depuis son directeur, mon ami Jean-François Sirinelli, jusqu'à la brillante équipe de ses collaboratrices qui m'ont considérablement facilité la tâche. À tous, j'adresse mes remerciements, et en particulier à Dominique Parcollet, responsable du service des archives contemporaines de la Fondation nationale des sciences politiques, dont les avis et les conseils m'ont été particulièrement précieux dans le cadre de mes recherches. Un dernier mot pour éclairer ma démarche. Il a été de bon ton ces dernières décennies d'affirmer, pour répondre aux anathèmes fulminés naguère par une école de sciences sociales, qu'entreprendre l'étude d'un personnage ne constitue certes pas la rédaction d'une biographie. Peu sensible aux dogmes en matière d'histoire, j'ai toujours trouvé évident que l'intérêt d'un ouvrage historique résidait non dans son genre, mais dans son apport à la connaissance ou dans la nouveauté de sa méthode. Au lecteur de dire si le présent livre est ou non une biographie, mais surtout s'il lui paraît éclairer utilement un pan de l'histoire française du XXe siècle. Première partie, la première vie de Léon Blum, 1872-1914. Chapitre 1er. Une jeunesse bourgeoise, 1872-1896. Préfaçant en 1937 la seconde édition de son livre paru en 1914, Stendhal et le bellisme, Léon Blum écrit « J'ai depuis lors changé d'existence, presque aussi complètement qu'il puisse advenir à un homme. »
De fait, rien dans la vie qu'il mène durant les 40 premières années de son existence ne semble prédisposer Léon Blum à devenir le principal dirigeant du Parti socialiste SFIO et, à beaucoup d'égards, l'incarnation de celui-ci. Ni son milieu familial, ni sa formation intellectuelle, ni les goûts et les aspirations de sa jeunesse, et sans doute moins encore ses choix professionnels et le mode de vie qu'il adoptera l'âge adulte venu. Une famille juive de moyenne bourgeoisie. C'est le 9 avril 1872 que naît à Paris Léon André Blum, second fils d'Auguste Blum et de Marie Picard. Le couple, marié en 1869, aura 5 fils. Lucien, l'aîné, né en 1871, puis Léon. Enfin, Georges, 1874, Marcel, 1875, et René, 1878. Les parents de Léon Blum sont des Juifs originaires d'Alsace, du village de Westhofen, dans la région de Strasbourg, pour le père, de Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin, pour la mère. Établie de longue date en Alsace, la communauté juive y est au XIXe siècle l'une des plus importantes, numériquement parlant, du territoire français. Ce qui explique aussi l'existence, dans la population chrétienne alsacienne, de poussées d'antisémitisme contre ceux qui n'apparaissent pas tout à fait comme des Français identiques aux autres, même si la Révolution leur a accordé la citoyenneté. C'est qu'à une époque où la religion demeure le ciment de la vie sociale et des sociabilités, l'altérité de ces Français qui n'appartiennent pas aux paroisses catholiques ou aux communautés protestantes fait d'eux des semi-étrangers et les victimes désignées des manifestations identitaires exclusives. Il ne semble pas toutefois que ce soit les manifestations antisémites qui aient poussé le père de Léon Blum à quitter l'Alsace pour Paris dans les années 1840, mais la volonté de se faire une situation par son travail. De fait, d'abord employé par un coreligionnaire négociant en soieries et rubans, il devient patron de l'entreprise, associé à 2 autres employés, lorsque le propriétaire initial s'en retire. L'affaire prospérant, Auguste Blum rachète les parts de ses associés en 1868. En 1879, il constitue une société avec ses 2 frères Henri et Émile, qui ont à leur tour quitté l'Alsace, annexée à l'Allemagne depuis la défaite française de 1871. La maison Blum Frères, rubans, soieries, velours, tulle, dentelle, sise d'abord rue Saint-Denis dans le quartier populaire des Halles, va bénéficier dans le dernier quart du XIXe siècle de l'augmentation du niveau de vie de la population et du développement de la mode féminine, qui pousse les Parisiennes à rechercher les vêtements élégants ornés de soieries, de velours, de tulle, de rubans et de dentelles. La nécessité de s'agrandir conduira Auguste Blum à déménager à mesure que son entreprise prend de l'importance. D'abord boulevard de Sébastopol, puis rue Réaumur, enfin rue du 4 septembre, où elle occupe 3 étages d'un immeuble. Lorsque Léon parvient à l'âge de la conscience des choses, sa famille, sans être réellement fortunée, dispose d'une honnête aisance qui met ses membres à l'abri du besoin et va permettre aux enfants Blum de recevoir l'éducation de la jeunesse bourgeoise de l'époque, c'est-à-dire la poursuite d'études conduisant au baccalauréat. Si Lucien, l'aîné, malgré le goût qu'il partageait avec Léon pour la littérature et l'opéra, se trouvait destiné à reprendre l'affaire familiale et dut pour ce faire interrompre ses études, si Marcel rejoignit volontairement la maison Blum Frères, les autres membres de la famille poursuivirent leurs études et manifestèrent, à l'instar de Léon, des goûts intellectuels prononcés. Pour sa part, Léon Blum ne manifesta pas le moindre intérêt pour l'affaire familiale. Parmi ses cadets avec lesquels il était le plus lié, Georges, particulièrement doué pour la musique, devait poursuivre des études de médecine avant de rejoindre lui aussi l'entreprise de soierie, cependant que le Benjamin, René, passionné d'art, de littérature, de théâtre, devait conduire pour sa part une carrière de directeur de théâtre et de corps de ballet. En d'autres termes, si l'on sait peu de choses du père Auguste Blum, bientôt retiré à Enghien,
où il possède une maison de campagne et que Léon viendra fréquemment visiter jusqu'à sa mort en 1921, c'est bien dans une famille au goût intellectuel prononcé que grandit le futur dirigeant socialiste. Si l'influence paternelle paraît avoir été faible sur Léon et ses frères, peut-être peut-on trouver du côté de la branche maternelle quelques éléments d'explication des futurs choix politiques de Léon. Encore que ce genre de recherche à caractère téléologique suscite naturellement la méfiance de l'historien. De sa mère, pour qui il paraît avoir éprouvé une véritable adoration, il a retenu une passion exigeante pour la justice. Mais c'est l'image de sa grand-mère maternelle, Henriette Serre-Picard, admiratrice de George Sand et de Pierre Leroux, 48arde de cœur, fervente de la Commune, qui a sans doute le plus marqué le jeune Léon par le caractère légendaire, et peut-être excessif, que la famille attribuait à ses prises de position non conformistes. Pour autant, dans l'une des nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, qu'il donne à la Revue Blanche, Léon Blum montre sa méfiance envers les influences familiales en des termes dans lesquels il est difficile de ne pas voir l'effet d'une expérience personnelle. « Il n'est pas du tout vrai, dit Goethe, que la vie de famille soit par elle-même une bonne école morale. Elle accoutume les enfants à penser que le père ou la mère ont raison quoi qu'ils ordonnent, qu'ils sont très bons, très sages, très probes. Tantôt l'autorité le persuade, tantôt la tendresse. Cet état ne vaut rien pour personne. Les parents y contractent au petit pied la même confiance en leur sagesse et leur autorité infaillible que les officiers ou que les rois absolus. Quant aux enfants, peut-on rien imaginer de plus pernicieux pour leur progrès moral, pour la culture de leur raison, qu'une vie dont la condition même est le manque de clairvoyance mutuelle. Or, s'il est un domaine où l'héritage familial paraît capital, c'est bien celui du judaïsme de Léon Blum. Le judaïsme de Léon Blum. Abreuvé d'injures antisémites durant la plus grande partie de sa carrière politique, en proie aux sentiments largement répandus dans la population française, même sans volonté d'exclusion ou d'hostilité, d'une altérité naturelle des Juifs, Léon Blum ne s'est guère exprimé sur la nature de son judaïsme. Sur ce point, nul n'est allé plus loin dans l'analyse que l'historien Ilan Grelsamer dans des pages qui apparaissent comme définitives et qui traduisent, au-delà de la personne de Blum, le comportement de nombreux Juifs français. Né dans une famille juive, Blum n'a jamais renié ses origines. Mais à la différence de nombre de ses relations, de ses amis ou de ses adversaires politiques, il ne paraît pas y avoir attaché une grande importance. Dans une lettre qu'elle lui adresse en avril 1931, André Violis lui écrit ainsi « Laissez-moi vous dire combien je suis attristé et écœuré de voir l'acharnement de la meute qui poursuit en vous le chef d'un grand parti. Je suppose que vous n'y attachez guère d'attention, et vous avez infiniment raison. Mais vos amis ont le droit, eux, de s'en indigner. » En fait, comme beaucoup de Juifs établis en France de longue date, la famille Blum vise avant tout à l'assimilation dans la communauté nationale, celle de la France républicaine, héritière de la Révolution émancipatrice. Et elle pratique à titre privé un judaïsme de tradition et de sociabilité. C'est ainsi que, sans témoigner d'une dévotion particulière, elle célèbre les grandes fêtes religieuses de Pessa, Pâques, Rosh Hashanah et Yom Kippour, se rendant pour l'occasion à la synagogue de la rue de la Victoire, ou se réunissant en famille pour déguster les mets traditionnels aux recettes transmises de mère en fille depuis des générations. C'est le moment où l'on consomme le pain azim, au temps de Pâques, où l'on mange des viandes rituellement sacrifiées, où toute la nourriture est cachère, contrairement au temps ordinaire où, sauf dans les familles très pieuses, c'est l'alimentation commune à tous les Français qui constitue le menu quotidien. Quelle est la signification de cette pratique religieuse occasionnelle et largement conformiste ? Elle est, pour Léon Blum comme pour la plupart des Juifs assimilés ou en voie d'assimilation, marque d'appartenance culturelle au groupe dont ils sont issus,
Témoignage de respect envers les parents et les aïeux dont on refait les gestes et dont on répète les pratiques rituelles, sans, la plupart du temps, en saisir la symbolique et la portée religieuse. Tel est à l'évidence le cas du jeune Léon, dont Thaddée Nathanson, l'un des animateurs de la Revue Blanche, écrivait qu'il n'avait jamais manifesté qu'il ressentait son judaïsme comme quelque chose de religieux. Au demeurant, il semble qu'il n'ait jamais eu la curiosité de lire la Bible. C'est largement sa propre expérience, généralisée et peut-être à l'excès à l'ensemble des Juifs français, dont il fait état dans ses nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, en plaçant dans la bouche de Goethe sa propre vision du judaïsme. Je n'ai jamais rencontré de gens aussi débarrassés de notions ou de traditions religieuses. C'est au point qu'il est impossible de formuler le dogme juif. Dans le peuple, la religion n'est qu'un ensemble de superstitions familiales auxquelles on obéit sans conviction aucune, seulement par respect envers les ancêtres qui s'y sont conformés pendant 25 siècles. Pour les gens éclairés, elle n'est plus rien. Il est vrai que dans le même extrait, il ajoutait « Et cependant, la race est profondément croyante, éminemment capable de foi. » Et à la question de savoir en quoi consistait celle-ci, puisqu'elle n'était pas religieuse, il faisait dire à Goethe ce qui était sans doute sa conviction profonde et la seule influence sur sa pensée qu'il voulait bien reconnaître au judaïsme. Elle est toute rationnelle. Elle tient en un mot la justice. Le juif a la religion de la justice, comme les positivistes ont la religion du fait, ou Renan la religion de la science. L'idée seule de la justice inévitable a soutenu et rassemblé les Juifs dans leur longue tribulation. Leur Messie n'est pas autre chose que le symbole de la justice éternelle, qui sans doute peut délaisser le monde durant des siècles, mais qui ne peut manquer d'y régner un jour. Et ce n'est point, comme les chrétiens, d'une autre existence qu'ils attendent la réparation et l'équité. La Bible dit injuste, quand l'Évangile dit un saint. Plus que d'un sentiment religieux, le judaïsme de Léon Blum relève bien davantage de pratiques de sociabilité. Et là non plus, il n'apparaît en rien comme original. Par crainte de l'inconnu ou de l'hostilité de la population déjà installée dans les régions où ils s'établissent, par recherche de l'aide ou de la solidarité de leurs coreligionnaires, les Juifs s'installent dans les zones ou les quartiers où existent des communautés déjà établies, et leur comportement ne diffère guère sur ce point des autres groupes d'immigrés dont le comportement est strictement identique. C'est ce que fait Auguste Blum lorsqu'il arrive à Paris dans les années 1840, et les diverses adresses où il installera son entreprise sont celles de quartiers où les commerçants et artisans juifs sont relativement nombreux, mais où ils sont bien entendu mêlés au reste de la population. Il en résulte que des liens se nouent naturellement entre des familles qui se connaissent bien, qui se découvrent une identité d'origine commune, qui se retrouvent à la synagogue une ou deux fois l'an, mais qui manifestent une semblable indifférence religieuse. Ce judaïsme de sociabilité n'est cependant pas sans conséquences. Des relations familiales, des fréquentations de sa jeunesse, de ses amitiés ou de celles de ses frères, plus tard des connaissances de sa belle famille, Léon Blum conservera sa vie durant de nombreux amis juifs, même si l'évolution de son existence lui fera nouer des relations bien au-delà de ces milieux. Il reste que c'est sans doute la fidélité à la tradition endogamique du judaïsme, et non le simple hasard, qui explique que ses trois épouses successives, Lise Bloch, Thérèse Pereira et Jeanne Levilliers, soient toutes trois d'origine juive. Il épousera d'ailleurs Lise Bloch à la synagogue de la rue de la Victoire. Pour autant, cette concession à la tradition opérée, le couple se considère en règle avec ses devoirs. Dans l'abondante correspondance que Lise adresse à Léon, des villes d'eau où elle accompagne leur fils Robert, afin de soigner son asthme et où elle-même tente de soulager les multiples maux qui l'accablent, on chercherait en vain la moindre allusion aux questions religieuses. En revanche, les nombreuses rencontres qu'elle y fait et qu'elle relate à son époux montrent que c'est au milieu de la bourgeoisie juive qu'appartiennent la plus grande partie de ces rencontres de salon,
de ses partenaires de bridge ou des compagnons de promenade ou de tennis de son fils Robert. Ce qui n'implique bien entendu de sa part rien d'autre que la constatation d'une sociabilité de fait. Dans une lettre à Léon Blum, alors qu'elle est sur le point de quitter la Bourboule, elle évoque sa conversation avec une femme qui retarde son départ en raison du Kippour et qui l'interroge sur ce qu'elle fera elle-même. La remarque de Lise est caractéristique. « Je pense que cela te sera égal que je voyage le jour du Kippour. » Si Léon Blum, juif assimilé, ne renie en rien son identité juive, celle-ci lui apparaît comme un état de fait dû à sa naissance, qui ne paraît revêtu à ses yeux d'aucune signification particulière dans sa vie publique. Sans doute peut-on légitimement considérer que son judaïsme l'a incliné à apporter son aide à Haïm Weizmann, chef de l'organisation sioniste qui vise à instaurer un foyer juif en Palestine, comme l'a révélé Ilan Grelsamer. À partir du moment où, chef de cabinet de Marcel Samba durant la guerre, Léon Blum dispose d'une influence politique, il sera l'infatigable avocat des sionistes auprès des autorités françaises. Pour autant, le fait qu'il aide et favorise la création d'un foyer national juif n'implique en rien de voir en lui un adepte du sionisme, au demeurant peu répandu dans la France de la première moitié du XXe siècle. Entre le militantisme sioniste qui devait aboutir en 1948 à la création de l'État d'Israël et la volonté d'assimilation de la très grande majorité des Juifs français, il existe pour le moins une éclatante contradiction. Léon Blum, juif assimilé, soutient à coup sûr l'entreprise sioniste pour offrir un refuge aux Juifs persécutés dans les pays d'Europe orientale et non pour inciter les Juifs français à gagner la Palestine. Il reste que, si l'influence du judaïsme sur Léon Blum est au mieux indirecte, il apparaît clairement comme un juif dans le regard des autres, y compris de ceux qui font profession d'amitié envers lui. Une éducation bourgeoise. À une époque où les enfants du peuple ne dépassent guère le stade de l'école communale et limitent leurs ambitions à l'obtention du certificat d'études, et où seuls les jeunes bourgeois, sauf une étroite cohorte de boursiers, accèdent au baccalauréat, Léon Blum va recevoir la formation de l'élite. C'est en effet à des pensions successives que sont confiés Lucien et Léon Blum. Dès 1876, Léon a alors 4 ans, il est placé avec son frère aîné à la pension Roux, rue d'Aboukir. L'année suivante, c'est la pension Pignerol qui les reçoit, avant qu'il ne gagne en 1882 la pension Cannes, rue des Francs-Bourgeois. Excellent élève, brillant en histoire, en récitation, en français et en lettres classiques, Léon est un enfant précoce, monopolisant les prix d'excellence dans les disciplines littéraires. À la pension Cannes, il suit des cours du lycée Charlemagne, tout proche, et y reste jusqu'en 1888, l'année de rhétorique. Pour l'année de philosophie, il quitte Charlemagne pour Henri IV, où il rejoint son ami d'enfance René Berthelot, le fils du chimiste Marcellin Berthelot. Il y obtiendra brillamment le baccalauréat à 17 ans en 1889, non sans avoir décroché la même année le second prix du concours général de philosophie. À la rentrée 1889, il décide de rester à Henri IV pour préparer, de concert avec René Berthelot, le concours de l'École normale supérieure. Le passage de Charlemagne à Henri IV n'a pas seulement la signification du transfert de Léon Blum d'un bon lycée parisien à une institution prestigieuse dont les plus brillants élèves fournissent les cadres de l'État et de la société. Il représente aussi un véritable changement de statut, l'accès au quartier latin où l'on aborde la vie étudiante, où l'on côtoie les esprits les plus brillants, où l'on entre dans le milieu intellectuel. De fait, parmi ses condisciples du lycée Henri IV, Blum se lie d'amitié avec André Gide, auquel il vouera sa vie durant une réelle admiration et une fidélité sans faille, à laquelle l'écrivain répondra, comme on le verra, par des sentiments beaucoup plus ambivalents. Parfaitement conscient d'appartenir désormais à une élite de l'intelligence, Blum juge sans complaisance la majorité de ses condisciples,
déplorant le poids mort que constitue pour les classes du lycée la masse de paresseux et de sots qui n'y sont entrés qu'en raison de leurs origines bourgeoises. Car la précocité du jeune Léon s'accompagne d'une vive conscience de sa supériorité intellectuelle. Il étale sans discrétion son immense culture, et Jules Renard, qui fut son ami, évoque avec ironie son aptitude à réciter durant 2 heures d'horloge du Pascal, du La Bruyère, du Saint-Évremont, etc. De cette propension du jeune Léon Blum à se mettre en valeur, ses proches sont d'ailleurs conscients. Son ami Gaston Laurent, qu'il retrouve à l'Association générale des étudiants de Paris, l'A, dont il est le trésorier, lui écrit ainsi pour lui souhaiter affectueusement son 18e anniversaire. « Je te souhaite l'énergie, le bon sens et la loyauté, le charme aimable que tu as et qu'il faut bien employer, la perte progressive de tes petits défauts, et le développement de ta nature que j'aime et qui me semble, sous sa prétention juvénile, éprise de ce qui est noble et délicat. » En août 1890, reprochant à Blum d'être parti en voyage sans trouver un moment pour lui dire adieu, il se réjouit cependant du plaisir que prend son ami à ses découvertes de vacances, ajoutant « Tu n'es toi que quand tu es naturel, quand tu t'abandonnes, quand tu ne te donnes pas des airs. Tu sais que tu t'en donnes quelquefois. » Enfin, répondant en septembre 1890 à une lettre de Bob, le surnom affectueux qu'il donne à Léon, par laquelle celui-ci prend la résolution de changer de comportement, Gaston Laurent s'en déclare fort heureux, ajoutant « Le consentement universel en sera encore un bon critérium, et je le croirai lorsqu'au lieu d'avoir à te défendre contre des réflexions presque unanimes comme celle-ci, il est prétentieux, il est maniéré, c'est un gosse, il est déplaisant ce petit homme, que de choses dont tu ne t'es jamais douté, je pourrais entendre sans rien dire l'éloge rapide que l'on donne en passant à ceux qui inspirent estime complète et sympathie naturelle. Tout cela, certes, tu le mériteras si tu veux. Fine oreille. Car au moment où il achève ses études, Léon Blum a acquis une parfaite éducation bourgeoise. La photographie qui le représente à 16 ans nous montre un élégant jeune homme, cravaté avec soin, fleur à la boutonnière, aux traits fins, au regard doux un peu myope derrière des lorgnons, à l'allure très romantique. Jules Renard évoquera sa voix de fillette un peu aiguë, qui n'est certes pas celle d'un tribun, et qu'il devra constamment forcer lors de son action publique, ce qui constituera pour lui un souci permanent. Comment éviter le ridicule de l'extinction de voix au cours des interminables réunions publiques d'une campagne électorale ? Mais pour l'heure, le charmant jeune homme, non dépourvu de fatuité, fait merveille dans les salons. Brillant valseur, beau parleur, il a du succès auprès des jeunes filles dont il recherche ardemment la compagnie. C'est à elles qu'il adresse ses premiers poèmes, et dans ses Fragments sur l'amitié, parus dans Le Banquet en 1892, il explique longuement pourquoi c'est l'amitié des jeunes filles qui lui paraît la plus précieuse. Toutefois, ce jeune homme à la mode, reçu dans les salons, vise avant tout une carrière littéraire. Et les salons qu'il fréquente de préférence ne sont pas ceux du grand monde, où son contemporain Proust s'efforce obstinément de se faire admettre, et qu'il décrira longuement dans son œuvre, mais les salons intellectuels, où poésie, politique, théâtre constituent les sujets préférés de conversation, comme ceux des Berthelot, des Créange, ou du poète José Maria de Heredia. Le jeune Léon sera d'ailleurs, aux côtés de Marcel Proust et de Paul Valéry, l'un des membres de l'Académie Canaque, fondée par une des filles du poète, Marie de Heredia, et où règne en maître Pierre-Louis, qui changera bientôt en Louis, un patronyme trop commun à ses yeux. Les premiers pas d'un jeune écrivain. Car la grande ambition de Léon Blum, comme des brillants jeunes gens de sa génération, un Proust, un Valéry, un Gide, est d'accéder à la gloire littéraire, à la fois source de reconnaissance intellectuelle, de statut mondain et de revenus assurés pour ceux qui y réussissent.
Or, aux yeux de Léon Blum, il n'est pas d'expression plus haute de l'activité littéraire que la poésie, et il s'y essaie depuis l'âge de 12 ans, consignant dans de petits cahiers des sonnets qui évoquent la nature ou les jeux enfantins, et qu'il envoie à son ami René Berthelot. Devenu étudiant après son baccalauréat, et alors qu'il prépare l'école normale supérieure, en 1889-1890, il brûle de se mêler aux débats littéraires qui agitent le monde intellectuel, alors que le Parnasse brille de ses derniers feux, déjà contesté par la vague montante du symbolisme, à laquelle adhèrent les jeunes gens non conformistes avides de se faire un nom en renversant les idoles du passé. Comment entrer dans le cercle fermé des littérateurs ? Dans les dernières années du XIXe siècle, le vecteur idéal de promotion littéraire est la revue, fondée par un groupe d'écrivains généralement jeunes, désireux de se faire connaître du public cultivé en proposant à celui-ci leurs œuvres et en manifestant avec éclat leur contestation des valeurs établies et les positions solidaires qui leur fournissent une identité collective. Parler de revue d'avant-garde constituerait presque un pléonasme, s'il n'existait quelques revues solidement installées et disposant d'un lectorat fidélisé qui assure leur stabilité financière, à l'image de la Revue des Deux Mondes, fondée en 1829, citadelle du libéralisme conservateur et du conformisme académique, et cible privilégiée de la critique des jeunes écrivains. Pour la seule période 1890-1914, on ne dénombre pas moins de 257 revues fondées comme des revues d'avant-garde, et dont certaines ne dépasseront pas les quelques numéros. La fin du XIXe et le début du XXe siècle sont, à n'en pas douter, la belle époque des revues. Pour un jeune écrivain avide de faire ses preuves, c'est là la voie à suivre pour tenter d'acquérir une renommée. Lorsque Léon Blum s'ouvre de son projet à André Gide, celui-ci l'adresse à Pierre Louys, qui cherche des collaborateurs pour la revue qu'il s'apprête à fonder. La première entrevue entre les deux jeunes gens a lieu en décembre 1889, et Louys confiera à André Gide son impression sur Léon Blum. Ce qu'on appelle un bon jeune homme élevé par sa mère. En février 1890, Pierre Louys précise son projet en faisant connaître à Léon les noms des collaborateurs de la revue La Plume, qu'il regroupe en 2 séries. Celle des gloires consacrées destinées à cautionner l'aventure, parmi lesquelles Le Comte de Lille, Hérédia, Mallarmé, Verlaine, Régnier, Maeterlinck, Moréas, et qui sont destinées à fournir la première pièce de chaque numéro. Celle des jeunes écrivains, qui ambitionnent de se hisser au niveau de leurs glorieux aînés et qui doivent rédiger le reste de chaque revue. Dans cette seconde catégorie figurent, outre Léon Blum et Pierre Louys, André Gide, Marcel Drouin, Paul Valéry, Henri Béranger, Marcel Proust. Et Louys va se montrer pour Blum, qui prépare alors l'école normale en même temps que sa licence de lettres, un animateur exigeant et insistant. « Tu m'autorises toujours à publier les sonnets de toi que je possède et signés de ton nom, n'est-ce pas ? Quel titre de volume devrais-je mettre après ton nom en 3e page ? Quand tu n'en aurais pas, invente, peu importe. Une objurgation, travail, accouche, pond. On ne fait pas une revue pour s'amuser, il me faut 300 vers de chaque collaborateur. Comme je suis un peu débordé de sonnets, si tu essayais des strophes plus nombreuses. C'est une vraie cotisation de vers que je te demande, bien plus importante que l'autre. » 2 mois plus tard, Louys revient à la charge. « Ami, le besoin d'un sonnet signé Léon Blum se fait vivement sentir rue Vineuse, et je compte sur ton indulgence pour me l'envoyer comme preuve de pardon de l'abandon où je te laisse. » Entre les deux jeunes gens est née en effet une amitié qui ne durera guère. Malgré ces démonstrations d'amitié, Pierre Louys ressent une certaine irritation devant ce jeune homme, sans doute serviable. Louys lui demande d'user de sa haute influence sur l'A pour le faire inscrire comme délégué de celle-ci et lui permettre d'accompagner Gide à Montpellier, mais dont l'élégance et l'aisance financière l'indisposent. Témoin cette lettre ironique dans laquelle le directeur de la revue en gestation
évoque leur assistance commune à un spectacle dont Sarah Bernard est la vedette. Ma bourse est à ce point émaciée que je n'ai pu me résoudre à dépenser plus de 5 francs pour Sarah. Je t'ai pris une seconde comme à moi, selon ta demande. Mais si tes goûts aristocratiques t'interdisaient l'accès de ces hautes places, je suppose que tu me le diras sans embâge. Ce n'est finalement qu'en mars 1891 que paraîtra le premier numéro de la revue, qui s'appelle finalement La Conque, et dont la parution a été retardée par l'exigence de Lecomte de Lille que ces vers paraissent dans la première et non dans la seconde livraison de la revue. « Vieille as de pique, hein ?» commentera un Louis exaspéré. Ce premier numéro de La Conque contient un sonnet de Léon Blum, jeune poète de 19 ans qui, dans des vers délicats, écrit dans la veine symboliste à la mode de l'époque, s'essaie à gagner la faveur du public. La nuit, l'eau calme des bassins au reflet des lumières vagues, forme d'imaginaires vagues et de fantastiques dessins. Ce sont de bizarres coussins brodés de colliers et de bagues, des chevaliers dressant leurs dagues, des fleurs larges comme des seins. Au jugement d'André Gide, l'essai est manqué. Les poèmes de Blum lui inspirant le célèbre commentaire de son journal, selon lequel ce dernier avait le cerveau le plus antipoétique que je connaisse. Pressé par Louis, le jeune auteur n'en livre pas moins des pièces de vers de la même eau qui paraissent dans les livraisons mensuelles de La Conque jusqu'en décembre 1891. Ensuite, leur relation s'espace. Pris par sa vie mondaine et son ardeur à écrire, Blum oublie les rendez-vous que lui propose Louis. Ce sera d'ailleurs une constante chez lui, sa correspondance contenant d'innombrables billets faisant état de rendez-vous manqués. Par ailleurs, La Conque cesse de paraître début 1892 et Blum doit trouver une nouvelle revue susceptible de porter ses ambitions littéraires. Ce sera Le Banquet, fondé par Fernand Gregg, dont le premier numéro paraît en mars 1892 et dont les rédacteurs se recrutent parmi les anciens élèves du lycée Condorcet comme Robert Dreyfus, Daniel Halévy ou Marcel Proust. Sans véritablement faire partie du groupe des fondateurs, Blum y est accueilli avec sympathie par Gregg. S'il y publie encore une pièce en vers, Stoïcisme d'automne, parue en novembre 1892, il abandonne assez vite la poésie, pour laquelle il juge peut-être que sa facilité naturelle ne le conduit pas à l'originalité et à la créativité, pour une forme qui convient davantage à son esprit, celle de la chronique, rédigée sous la forme d'une conversation avec un interlocuteur imaginaire, qui lui permet de développer ses idées en s'adressant à la raison de ses lecteurs plutôt qu'à leur sensibilité ou leur imaginaire. Il écrira pour Le Banquet 2 chroniques successives, Méditation sur le suicide d'un de mes amis, juin 1892, et Fragments sur l'amitié, juillet 1892, où il fait l'éloge de l'amitié des jeunes filles. Il s'y heurtera à l'inimitié de Proust, irrité par la présence de cet intrus au sein d'une revue dont il s'estime l'inspirateur et qui n'apprécie guère ses écrits. À la suite de la publication des Méditations, il adresse une lettre virulente à Fernand Gregg pour lui reprocher d'avoir accepté un article du Dehors qu'il juge stupide et qui pourrait être écrit par le larbin de Barès. Que Blum ait été ou non au courant de l'antipathie que lui voue Marcel Proust est au demeurant dépourvu d'intérêt, puisque en mars 1893, Le Banquet cesse de paraître, Gregg ayant accepté de fusionner sa revue avec la Revue Blanche, fondée en 1889 par les 3 fils d'un riche banquier polonais, Alfred, Alexandre et Thaddée Nathanson. Les 3 frères entendent en faire un grand organe littéraire exprimant la modernité, le concurrent direct du Mercure de France, né la même année pour soutenir la jeune littérature face aux revues académiques. Sans se présenter comme l'organe d'une école littéraire, la Revue Blanche revendique au contraire son éclectisme et les sensibilités diverses et parfois contradictoires des auteurs qu'elle publie, faisant de la liberté de création le seul dogme dont elle se réclame.
Elle devient ainsi la revue la plus représentative des multiples avant-gardes fin de siècle, publiant aux côtés de valeurs consacrées comme Stéphane Mallarmé, de jeunes auteurs qu'elle fait connaître tels Guillaume Apollinaire, Tristan Bernard, Francis Jammes, Alfred Jarry, Octave Mirbeau, Marcel Proust, Jules Renard ou Charles Péguy. André Gide a parfaitement décrit ce qu'avait représenté la Revue blanche pour les jeunes intellectuels de la fin du siècle. Il n'est sans doute aucun peintre, aucun écrivain de réelle valeur aujourd'hui reconnu qui ne doive aux frères Natanson et à Félix Fénéon, sûr et subtil pilote du bâtiment, un ample tribut de reconnaissance. La Revue blanche devint vite, si je puis dire paradoxalement, un centre de ralliement pour les divergences, où tous les novateurs, les insoumis aux poncifs, aux académismes, aux contraintes des orthodoxies surannées, étaient assurés de trouver quelque chaleureux accueil. Et non seulement un accueil. La revue prenait à cœur de les soutenir, de les défendre contre les attaques des Philistins scandalisés et lentement, tenacement de les imposer à l'attention et à la considération du public. De là son extraordinaire importance dans l'histoire littéraire et artistique de notre temps. De fait, commandant ses affiches publicitaires à des peintres d'avant-garde comme Toulouse-Lautrec, Bonnard ou Vuillard, publiant des écrivains anarchisants comme Paul Adam, Bernard Lazare ou Octave Mirbeau, témoignant déférence et admiration à Maurice Barrès, que son non-conformisme a déjà rendu célèbre, faisant l'éloge de musiciens rompant des lances avec l'académisme comme Debussy ou Gabriel Fauré, dont Missia, épouse de Thaddée Natanson, est l'élève, la Revue blanche constitue l'un des hauts lieux de la vie intellectuelle parisienne du XIXe siècle finissant. Or, si Marcel Proust ne collabore à la revue que d'une façon éphémère, ne lui donnant que quelques articles en 1893 et 1896, Léon Blum va au contraire s'y trouver parfaitement à l'aise, devenir l'un des piliers de la revue, et y trouver à la fois sa voix, celle d'un critique littéraire et dramatique, et la consécration qu'il recherchait si ardemment. Mais la poursuite obstinée de la gloire littéraire qui marque durant les années 1889-1892 la vie de Léon Blum rend également compte des échecs qu'il subit dans la poursuite de ses études et qui sont douloureuses à son amour-propre. Un acte manqué, l'entrée à l'école normale supérieure. Au moment où il entame une carrière littéraire en intégrant l'équipe de la Conque, Léon Blum, qui a 17 ans, est encore élève du lycée Henri IV et y prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. À dire vrai, excellent élève, habitué des succès scolaires, il considère comme la suite normale de ses brillantes études de préparer et de réussir la difficile épreuve de l'intégration dans l'une des prestigieuses grandes écoles de la République. Mais là où un nombre important de ses condisciples tient l'école normale pour la première marche de la promotion sociale offerte par le régime aux plus méritants, Léon Blum n'a visiblement pas le souci, qui habite bien des boursiers, de se tailler une place au soleil grâce au diplôme. À cet égard, la différence avec son contemporain Herriot, né comme lui en 1872, est éclatante. Orphelin de père, issu d'une famille de la petite classe moyenne rendue impécunieuse par des revers de fortune, Herriot ne doit de pouvoir poursuivre ses études qu'à une bourse qui lui permet de préparer avec succès le concours de l'école normale supérieure. Grâce à elle, il intégrera la rue d'Ulm, passera à l'agrégation de lettres et mènera 10 années durant une carrière de professeur avant de se tourner vers la politique. Rien de tel chez Blum. Sans doute prépare-t-il sérieusement, avec son ami René Berthelot, le difficile concours. Mais il n'envisage pas sans appréhension l'avenir que celui-ci lui dessine. L'engagement décennal par lequel il s'engage à servir l'enseignement public lui apparaît comme l'annonce d'une redoutable servitude, laquelle sera précédée de 3 années d'internat qui le contraindront à renoncer à la vie mondaine, au bal, au spectacle qu'il apprécie tant.
La carrière de professeur ne revêt aucun charme à ses yeux, et c'est davantage pour relever le défi du succès au concours que pour les portes que celui-ci lui ouvre, qu'il poursuit sa préparation tout en travaillant mollement à sa licence de lettres. Mais il est clair que sa collaboration à la Conque lui importe bien plus que des titres universitaires. En juillet 1890, Blum échoue sans surprise à la licence, mais il est admis en 23e position sur 25 à l'École normale supérieure, bien loin derrière René Berthelot, classé pour sa part 9e. Toutefois, ce succès ne lui apparaît guère comme un triomphe. Aussi bien ses proches amis, ceux qui, comme lui, rêvent d'une carrière littéraire et à l'opinion desquels il se montre fort sensible, le félicitent-ils avec suffisamment d'ambiguïté pour susciter chez lui autant de regrets que de satisfaction. Caractéristique cette lettre où, après les félicitations d'usage, Gide ajoute « Les règles de Normal t'obligent-elles à profiter de ton succès ? Je l'ignore et je ne sais par conséquent si tu veux t'en tenir à ce succès et le regarder comme un diplôme ou en profiter et commencer dès l'an prochain la première de tes 3 années d'esclavage. Ne m'avais-tu pas dit que tu ne te souciais nullement de l'école elle-même et que tu concourais seulement en attendant d'autres projets d'avenir ? Voilà les questions dont les réponses m'intéressent fort. Encore d'autres. Si tu n'entres pas à Normal, que comptes-tu faire ? Et même en y entrant, je pense bien que tu continueras à flirter toujours un peu avec la muse, même si tu n'as pas des vues plus audacieuses. Quelques jours plus tard, c'est Pierre Louis, sans doute personnellement intéressé à obtenir de Blum son contingent de vers pour la Conque, qui lui décrit en termes apocalyptiques l'avenir auquel il se prépare et auquel il lui conseille d'échapper. D'Aix-les-Bains, où il séjourne, il lui adresse une lettre sous forme de solennelle mise en garde après l'avoir salué ironiquement de son nouveau titre. « Car tu es normalien », et d'une manière assez brillante pour qu'on puisse te jeter chaque jour cette grossière injure sans craindre que tu la prennes pour telle. Tu t'abuses peut-être même assez pour croire que c'est un éloge. Miséricorde, qu'est-ce que tu vas fabriquer dans cette infâme boîte ? Sur quel odieux quintilien vas-tu t'abrutir ? À quel pion desséché vas-tu vomir par pure flatterie des injures à Baudelaire et des idioties sur Mallarmé ? Je voudrais t'entendre et voir par quelle évolution ta souple nature se moulera dans leur fronton latin. Normalien, c'est à ne pas croire. Tu ne sais donc pas que la même année, ce bagne a pour jamais faussé, déformé, mutilé, rapetissé 4 esprits des plus remarquables, dont un avait du génie. C'est Taine que je veux dire. Taine qui serait devenu presque le contrepoids de Renan s'il n'avait pas pionnisé rue d'Ulm. C'est Abou, sous la crasse normalienne duquel on peut à peine distinguer le charmant esprit qu'il était. C'est Sarcey, qui, au lieu de faire sa classe tous les dimanches, serait aujourd'hui un de nos meilleurs chroniqueurs, avec Weiss, perdu la même année que lui. Ça ne te suffit pas, cette leçon-là. Tu veux qu'on dise plus tard « Ah, Blum, du génie, du talent, de la facilité, mais tout ça gâché, normalien. » Ou peut-être que tu te figures que tu résisteras. Ah, la bonne illusion. C'est fini, vois-tu, si tu y entres. Normal, ça ne pardonne pas. Mais donne donc ta démission. On conçoit que sur un Léon Blum déjà hésitant, la réserve peinée de Gide ou les sarcasmes de Louis aient eu pour effet de contrebalancer efficacement la satisfaction du succès au difficile concours. Sans doute ne suivra-t-il pas le conseil du fondateur de la Conque en donnant sa démission, mais l'appartenance à l'école normale supérieure lui apparaît de moins en moins comme un bien précieux, et de plus en plus comme une entrave à la carrière littéraire que le jeune homme de 18 ans appelle de ses vœux. Aussi, son passage rue d'Ulm sera-t-il marqué par une indifférence ostensible, non dépourvue d'affectation, envers les règles d'une école à laquelle il n'attache guère de valeur, et par une désinvolture appuyée envers ses responsables, le surveillant général ou le directeur, l'archéologue Georges Perrault.
Durant toute l'année universitaire 1890-1891, le normalien Blum cumule ainsi les absences non justifiées, les retards dans les rentrées nocturnes, les consignes qu'il n'exécute pas. Une grande partie de son énergie est consacrée à l'organisation de bals dans les salons du Quai d'Orsay et le reste à ses activités d'écriture. La perspective d'une démission ne quitte pas son esprit, et il s'en ouvre à Gaston Laurent. Celui-ci, qui peine lui aussi à obtenir sa licence de lettres et s'inquiète de son propre avenir, tente d'admonester son ami qui ne paraît pas juger à sa véritable valeur la chance d'être normalien. « Je ne suis pas bien convaincu que tu fasses de la besogne utile avec tes sonnets, tes romans et tes consignes. J'aimerais mieux savoir que tu travailles à la besogne naturelle que tu peux faire bien à l'école. Quand t'as donné ta démission, mon cher enfant, c'est un coup qui n'éblouirait personne. Tu es entré à l'école à grand-peine et tu n'y dois pas être encore bien brillant. Ne te fais pas plus de tort par une légèreté qu'on a cru affectée et qu'on finirait par trouver naturelle et sans intérêt. » En fait, Léon Blum n'aura pas à choisir entre la démission et son maintien à l'école normale. Les faits, largement déterminés par la désinvolture qu'il manifeste envers ses études, décideront pour lui. En juillet 1891, il échoue à nouveau à la licence, et Gaston Laurent intervient encore une fois pour le consoler et l'encourager à fournir enfin les efforts qu'il a jusque-là répugné à consentir. « J'avais bien une vague idée que tu n'avais pas été adéquat, mais c'est fâcheux à cause de la situation que tu t'es faite cette année. Tu vas travailler très fort pour novembre et le mal sera réparé. » Or, c'est un nouvel échec qui attend Léon Blum à l'automne. N'ayant pas obtenu la licence à la fin de sa première année d'école normale, comme le règlement lui en fait obligation, il est automatiquement exclu de l'établissement et paraît accueillir cette exclusion avec indifférence, sinon avec soulagement. Au demeurant, il ne se fait guère d'illusions sur les sentiments qu'il inspire aux responsables de l'établissement, et le pastiche de l'oraison funèbre imaginaire qu'il place dans la bouche du directeur Georges Perrault, dans une lettre adressée à René Berthelot, en témoigne, révélant d'ailleurs au passage une certaine lucidité sur le personnage qu'il affecte d'être et qui confirme les propos de Gaston Laurent. M. Blum exerçait sur l'esprit général de l'école une pernicieuse influence, encore que son caractère hautain et ses manières dédaigneuses n'eussent pas laissé de séduire certains. La vérité est qu'il avait une excessive opinion de lui-même. Beaucoup le disaient intelligent. Peut-être aurait-il fini par se corriger si la vie lui avait donné quelques avertissements. On ne saurait mieux dire qu'à 19 ans, après avoir consciencieusement préparé son exclusion de l'école normale, Léon Blum lui-même se voit comme un jeune homme gâté par la vie, auquel la situation paternelle permet de dédaigner le prestige d'une grande école, sûr de lui et assez méprisant envers les besogneux qui se destinent à l'enseignement. En bref, un jeune homme à la mode que son affectation et les airs qu'il se donne rendent assez exaspérant pour une partie de son entourage. Au demeurant, libéré de la discipline de la rue d'Ulm, il n'entend pas pour autant rester sur un échec et s'inscrit à la rentrée 1891 en lettres et en droit pour décrocher enfin ce titre de licencié que son amour-propre accepte mal de n'avoir pas réussi à obtenir, fût-ce sans fournir de travail. Toutefois, les mêmes causes produisant les mêmes effets, son activité littéraire lui vaut de nouveaux mécomptes durant l'année universitaire 1891-1892, et Gaston Laurent devra encore le consoler de nouvelles déconvenues. « Tu es assez intelligent pour qu'on désencombre la Sorbonne de toi en te donnant le grade de licencié. Enfin, il n'y a dans ton cas que l'amour-propre qui puisse souffrir de cet échec. Aussi, à ta place, je me présenterai de nouveau. » En fait, il lui faudra attendre 1894, 3 ans plus tard, ce qui n'a rien de très glorieux, pour que la Sorbonne lui décerne enfin les titres de licencié ès-lettres, option philosophie, et en droit. Il est vrai que, durant ces années, la priorité de Léon Blum va moins au titre universitaire qu'il prépare machinalement
qu'à cette carrière littéraire qu'il rêve d'accomplir, et que ses collaborations successives à La Conque, au Banquet, enfin à la Revue Blanche, lui permettent d'espérer. Le modèle Barrès. Pour les jeunes gens des années 1890 qui rêvent de se faire un nom en littérature, l'archétype de la réussite dans ce domaine est bien Maurice Barrès. Né en 1862, il est de 10 ans l'aîné de Léon Blum, mais a d'ores et déjà acquis une réputation par de précoces succès d'édition. Ses premiers ouvrages révèlent en ce jeune homme ambitieux, désenchanté, un adepte de l'individualisme poussé jusqu'à l'égotisme, qu'il baptisera dans son premier ouvrage « Le culte du moi ». En fait, il tente avec succès d'exprimer le malaise des jeunes gens de la fin du siècle et une certaine révolte contre l'ordre établi qui confine à l'anarchisme dans « L'ennemi des lois ». La parution de « Sous l'œil des barbares » en 1888 et « D'un homme libre » en 1889 va constituer ce dandy en prince de la jeunesse, maître à penser d'une génération en quête d'elle-même, sur laquelle son influence s'exerce autant par son mode de vie que par son écriture. Son élection en 1889 comme député boulangiste de Nancy ne le classe guère à l'époque comme un homme politique, mais ajoute au caractère non conformiste de son personnage, puisqu'il siège à gauche de la Chambre, se réclamant alors d'un socialisme national inspiré des idées de Proudhon. De la fascination qu'exerce Barrès sur les jeunes gens de sa génération, Blum participe ardemment. Écrivant bien des années plus tard ses souvenirs sur l'affaire, il le reconnaît sans ambages. « Il était pour moi, comme pour la plupart de mes camarades, non seulement le maître, mais le guide. Nous formions auprès de lui une école, presque une cour. » Et on voit bien que le comportement personnel du jeune Blum, qui se targue non sans complaisance de son caractère hautain et de ses manières dédaigneuses, doit à l'imitation du style Barrès. Retenons d'ailleurs que ces termes qu'il s'applique lors de son exclusion de l'école normale supérieure seront ceux-là même qu'il emploiera en 1903 pour décrire l'influence de Barrès sur sa génération. Il parlait avec une assurance catégorique, à la fois hautaine et gamine, et si dédaigneuse des indifférences et des incompréhensions. Toute une génération, séduite ou conquise, respira cet entêtant mélange d'activité conquérante, de philosophie et de sensualité. Dupée par sa surprise et par l'éternelle joie d'admirer, comme M. Barrès était un maître, elle crut avoir trouvé son maître, son modèle et son conducteur. Au moment où il entre à l'école normale supérieure, Blum a sur ses camarades la supériorité d'avoir fait la connaissance du maître. Sans doute le hasard est-il pour beaucoup dans ce contact. Il se trouve que Léon Blum passe ses vacances chez un oncle à Charmes, dans les Vosges, la ville natale de Barrès, où réside toujours son père et où l'écrivain se rend fréquemment. C'est durant l'été 1890 que le normalien de fraîche date ose aller frapper à la porte de Barrès, qui le reçoit cordialement. S'autorisant de cette rencontre, il lui écrit à l'automne 1891 pour lui demander, au nom de l'association des étudiants, le patronage de sa jeune épouse, Barrès s'est marié en juillet 1891, pour le bal que l'A organise annuellement. La lettre ne manque d'ailleurs pas de sel, puisqu'elle évoque la reconnaissance de l'association des étudiants pour l'article publié par Barrès dans le Figaro du 26 mai 1890, intitulé « L'enrégimentement de la jeunesse », et qui constitue en fait une virulente critique de l'action des associations d'étudiants accusées de vouloir créer une jeunesse uniforme et de tuer chez les étudiants toute individualité et tout esprit critique. Au demeurant, le Figaro publiait dès le lendemain une verte réponse de Gaston Laurent, trésorier de l'A, rejetant les affirmations de Barrès. Mais c'est véritablement en 1892 que se nouent des contacts entre le jeune collaborateur de la Revue Blanche qu'est devenu Léon Blum et Maurice Barrès, qui est l'un des maîtres à penser de cette même revue. L'occasion en est le projet de parution dans la Revue Blanche
de ce qu'on peut considérer comme le premier article d'analyse politique de Léon Blum, Les progrès de la politique en France, que l'auteur a dédié à M. Maurice Barrès, député de la 2e circonscription de Nancy. Or, dans la lettre qu'il lui adresse, Blum fait état d'un cas de conscience. Mühlfeld, le secrétaire de rédaction de la revue, et les Natanson, redoutant que l'écrivain ne voie dans cette dédicace une ironie, sentiment dont se défend l'auteur. Dans sa réponse, Barrès pose d'abord au maître faisant la leçon au jeune présomptueux. « Il s'agit en somme d'une étude que vous me faites l'honneur de me dédier. Eh bien, je vous exposerai, comme s'il ne s'agissait pas de moi, que la règle sûre me paraît être de communiquer à celui qu'on veut dédicacer la page dont on veut lui faire un hommage public. Toutefois, la suite témoigne à la fois d'un sentiment d'indulgence envers le jeune homme, tout en glissant au passage quelques lignes sur l'indifférence qu'il éprouve à l'égard des attaques qui le visent. Mais j'ajouterai, cher monsieur, puisqu'en ce cas particulier c'est de vous et de moi qu'il s'agit, j'ajouterai que j'ai conservé un trop aimable souvenir des minutes que nous avons passées ensemble pour ne pas être sûr de votre bienveillance à mon endroit, et d'autre part qu'il est malaisé de se faire une idée exacte de la parfaite quiétude où me laissent les agressions, de quelque qualité qu'elles soient, plume de pan de l'enfant de Paris ou gourdin rural. L'étude paraîtra effectivement dans la Revue blanche du 25 juillet 1892. En quoi aurait-elle pu indisposer Barrès ? Elle consiste en une longue analyse de l'indifférence des Français à la politique que l'auteur explique par le fait que la population, lassée des multiples révolutions du XIXe siècle, qui n'ont jamais abouti aux résultats souhaités par ceux qui les ont faites, considère désormais la souveraineté du peuple et le suffrage universel comme des duperies, puisqu'elles n'ont en réalité aucune influence sur les affaires publiques. Du même coup triomphe la politique, c'est-à-dire l'individualisme, le repli sur la vie privée, l'indifférence envers l'intérêt général. Dès lors, Blum tire des conclusions de ces observations. On peut conclure que l'avenir, en France du moins, appartient non pas au socialisme, mais à l'anarchie. Tout socialisme est par définition une politique. Les socialistes pourront donc varier à l'infini leur mise en équation du bonheur humain et l'emphase de leur justice distributive. Ils se heurteront toujours à l'impossibilité de mettre en commun, de soumettre à un principe d'unité les pensées et les volontés personnelles. L'anarchie donne au contraire sa formule concrète et véritablement pratique à cet état d'esprit dont nous avons voulu montrer le progrès. Faut-il voir dans cette étude, comme le pense Joel Colton, un éloge de l'anarchisme dont on a évoqué la sympathie que lui manifestait la Revue blanche, mais qui ne pouvait rebuter l'auteur du culte du moi? Ou convient-il, comme Jean Lacouture, de considérer l'article comme une critique voilée des effets pervers de l'égotisme barrésien sur une vie publique, coupée par le repli sur soi de la source de légitimité que constitue pour le pouvoir la volonté nationale exprimée par le suffrage? Ce qui cadrerait mieux avec l'inquiétude des responsables de la revue quant à la réaction de Barrès. À dire vrai, la lecture de cette longue étude un peu laborieuse, et qui serait tombée dans l'oubli si son auteur n'avait pas eu la carrière politique de premier plan qui a été la sienne, suggère plutôt l'exercice de style d'un jeune homme de 20 ans, avide de montrer à l'écrivain député ses capacités d'analyse de la société politique de son temps, et il paraît vain d'y chercher la trace d'un engagement politique précoce ou d'y discerner les marques d'un théoricien de génie. Quoi qu'il en soit, l'épisode n'a nullement provoqué l'irritation de Barrès, puisque la correspondance entre les deux hommes révèle entre eux des relations suivies et fréquentes jusqu'en 1898. Une multitude de petits mots évoquent de nombreuses demandes de rendez-vous ou des excuses pour des rencontres manquées. Blum assure Barrès de sa sympathie avant de conclure ses lettres dès 1893 par « Votre Léon Blum » ou « Votre ami ». En retour, l'écrivain assure le jeune homme de sa cordialité, lui adresse des poignées de main, puis son affection
ou son amitié. Publiant en 1935 ses souvenirs sur l'affaire, Léon Blum évoquera d'ailleurs les relations de disciple à maître qui l'unissaient alors au prince de la jeunesse. Combien de fois j'étais venu frapper le matin à sa maison à lui, rue Caroline, tout près de la place Clichy. Je le trouvais tout en haut de son petit hôtel de peintre, dans l'atelier qu'il avait transformé en bibliothèque. Je tombais au milieu de la leçon d'armes qu'il s'imposait chaque matin et qu'il était ravi d'interrompre. Il disait au prévôt « Allons, à demain » et à moi « Allons, asseyez-vous, qu'avez-vous fait cette semaine ?» La sympathie de Barrès et les rencontres fréquentes qu'il a avec lui parachèvent l'intégration de Léon Blum à cette République des lettres à laquelle il rêve d'appartenir. Mais pour l'heure, face au romancier admiré, reconnu et qui lui sert de modèle, le jeune collaborateur de la Revue Blanche n'occupe qu'une place modeste dans le monde littéraire pour lequel il a renoncé à l'école normale. Le collaborateur de la Revue Blanche. On a vu plus haut que l'entrée de Léon Blum à la Revue Blanche résultait de la fusion de l'équipe du Banquet avec la revue des frères Natanson. Mais à la différence de la plupart des anciens collaborateurs du Banquet, qui sont vite marginalisés comme Fernand Gregg et Marcel Proust, Léon Blum va très vite acquérir une place importante à la Revue Blanche, nouant des relations amicales avec le secrétaire de rédaction Lucien Mühlfeld, puis plus tard avec les frères Natanson, en particulier Thaddée. Comme au temps de Laconque, la facilité d'écriture de Léon Blum fait de lui un collaborateur précieux auquel on peut demander de rédiger rapidement un article sur commande ou de suppléer un auteur défaillant. Du même coup, il devient l'un des rouages de la revue où il travaille quotidiennement, au point que des observateurs extérieurs lui supposent une influence qu'il n'a sans doute pas. Tentant de poursuivre lui aussi une carrière littéraire, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles que lui, puisqu'il doit accepter pour gagner sa vie un poste de professeur délégué de philosophie à Lons-le-Saunier, Gaston Laurent le sollicite en 1894 de l'aider à être publié par la Revue Blanche. « Ne pourrais-tu faire paraître quelque chose à la Revue Blanche puisque tu en es le tout-puissant gérant ?» Si la formule est sans doute excessive, elle traduit la très forte intégration du jeune étudiant en lettres et en droit au sein d'une revue d'avant-garde reconnue dans les milieux intellectuels et où il peut publier à sa guise. À dire vrai, cette production littéraire, pour n'être pas négligeable, n'est pas de nature à faire de son auteur le précoce génie littéraire qu'il aimerait devenir. Outre l'article sur les progrès de la politique en France, publié en juillet 1892 et déjà évoqué, Blum va multiplier jusqu'en 1896 les chroniques, qui constituent désormais le genre littéraire qu'il affectionne, publiant successivement un fragment sur la gloire, décembre 1892, un fragment sur la prière, mars 1893, un fragment sur l'espérance, mai 1893, le livre de mes amis, juin 1893, le goût classique, janvier 1894, puis à partir de mai 1894, les nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann sur lesquelles nous reviendrons. De cette foisonnante production, il y a peu à retenir, sauf l'image que Blum tente à donner de lui-même à travers certains de ses textes. Celle d'un jeune homme délicat, amateur de musique et de très jeunes filles, flirtant volontiers avec elles sans se décider à se fixer, et se désolant de ne pas trouver le grand amour, ce qui lui permet de poser au héros romantique quelque peu désespéré. Mais on y trouve aussi, par exemple dans le livre de mes amis, l'origine de thèmes qu'il développera plus tard dans Du mariage, comme la nécessité pour l'homme d'aimer plusieurs femmes à la fois et de distinguer clairement amour et mariage. Dans les textes au ton plus philosophique, comme les fragments, l'influence de Barrès est clairement perceptible par le ton distancié et quelque peu désenchanté que le jeune homme de 20 ans croit bon d'adopter pour imiter son modèle.
Un tournant de sa carrière littéraire est toutefois pris en 1894. Lucien Mühlfeld confie en effet à Léon Blum une chronique régulière dans la Revue Blanche, celle de la Revue des revues, abandonnée par Fernand Gregg. Il accède ainsi à un genre nouveau dans lequel il va progressivement se spécialiser, la critique. Ses premières armes dans cette activité nouvelle révèlent en lui un talent de pamphlétaire à la dent dure, jugeant avec assurance, du haut de ses 22 ans, les gloires consacrées de l'époque. Il est vrai que la Revue des revues est le domaine du combat littéraire où la communauté d'écrivains qui se regroupe dans la Revue Blanche peut affirmer son identité en taillant des croupières au conformisme des aînés, et dans ce domaine, Blum se montre un valeureux combattant. Dans ses premières livraisons, il prend pour cible les deux revues phares de la fin du XIXe siècle, la vénérable et très libérale Revue des Deux Mondes, et sa concurrente dans le même registre, la Revue de Paris, deux créations récentes, égratignant au passage deux des gloires de la critique universitaire de l'époque. En mars 1894, présentant les livraisons de 1893 de la Revue des Deux Mondes, dont le célèbre critique Ferdinand Brunetière vient de prendre la direction, Blum procède à un éreintement systématique de son contenu, conseillant au nouveau directeur de n'y rien changer. Cette revue est faite avec un art trop parfait. Aucun snobisme ne lui échappe. Tous les sujets y sont réduits au ton de son admirable public. Les revues purement littéraires n'attirent que les gens de goût et quelques pédants. La revue n'est étrangère à aucune nuance de pédantisme, elle les capte tous. 2 mois plus tard, Blum récidive avec une critique féroce de la Revue de Paris, dépourvue de tout intérêt à ses yeux. Cette fois, il fait d'une pierre deux coups puisque parmi les articles qui retiennent son attention figure une étude du critique universitaire Émile Faguet sur Brunetière. Ce qui, sous la plume du jeune chroniqueur de la Revue Blanche, donne la philippique suivante. L'étude que consacre M. Faguet à M. Brunetière offre une belle massivité de suffisance et d'ennui. Ce qui distinguera cette génération de critiques d'université, c'est à la fois les beaux airs de philosophes qu'ils se donnent et l'incroyable pauvreté de leur intelligence philosophique. Il faudrait leur expliquer jusqu'aux mots les plus simples du vocabulaire abstrait. Peut-être les élèves de M. Faguet lui feront-ils comprendre un jour que la force logique d'une démonstration ou d'une théorie ne réside pas dans l'abondance des conjonctions et l'enchevêtrement des incidentes. Sans doute la virulence de ces critiques représente-t-elle une forme de revanche du normalien manqué qui a tant peiné pour décrocher sa licence envers ces universitaires n'ayant pas su reconnaître son talent. Mais ils sont aussi le moyen de prouver celui-ci et d'apparaître comme appartenant à la cohorte des jeunes littérateurs prêts à bousculer les maîtres en place. Il reste que la vigueur du style, le caractère alerte du propos, montre bien qu'après les décevantes expériences poétiques de ses premiers écrits, après les chroniques mieux enlevées mais qui sont autant d'imitations de bon élève sans grande originalité, Léon Blum a trouvé le créneau qui convient à son esprit. Désormais, sa carrière s'inscrit pour l'essentiel dans le genre de la critique littéraire ou dramatique, même s'il n'abandonne pas la forme de la chronique, mais, comme nous le verrons, celle-ci revêt souvent le style de la critique quand elle ne reprend pas purement et simplement des critiques déjà publiées. En février 1896, il est chargé par Mühlfeld de tenir à la Revue Blanche la chronique des livres, ce qui fait de lui le critique littéraire consacré d'une grande revue. Parvenu à ce stade, Léon Blum, à 24 ans, paraît avoir réalisé l'objectif de sa jeunesse en entrant de plain pied dans ce monde des écrivains qu'il rêve de rejoindre depuis son adolescence. Comme ses contemporains André Gide ou Marcel Proust, il semble promis à un bel avenir d'écrivain. Mais à la différence de ces derniers, il envisage différemment d'eux son entrée dans l'âge d'homme. Chapitre 2 L'âge d'homme 1896-1905.
En 1894, Léon Blum a 22 ans. Il vient d'obtenir à l'usure ses licences de droit et de lettres, auxquelles il a attaché peu d'importance, bien qu'il ait découvert à l'occasion le droit, que les jeunes gens de bonne famille étudient quelques années avant de choisir une position dans la vie. En revanche, son destin paraît tout tracé. Il peut se prévaloir de l'amitié protectrice de Barrès. Il occupe à la Revue Blanche un poste stratégique qui fait de lui un des piliers de la revue. Il fréquente les milieux littéraires, qu'il s'agisse des écrivains consacrés ou des jeunes auteurs d'avant-garde. Il fait désormais partie de cette petite élite intellectuelle qui constitue le vivier des futures gloires littéraires. Aussi pourrait-on s'attendre qu'à l'image d'un Gide ou d'un Proust, il consacre toute son énergie à bâtir une œuvre, comptant pour subvenir à ses besoins sur les ressources familiales qui, au demeurant, ne lui sont point ménagées. Or, c'est une toute autre voie que choisit Léon Blum, voie à laquelle rien ne semblait le prédisposer. Entre 1896 et 1904, le jeune homme à la mode, habitué des salons et de la vie mondaine, amateur de bals et d'amitié féminine, abordant la vie en dilettante et n'ayant d'autre ambition reconnue que de réussir dans la carrière littéraire, où il s'est précocement engagé, accomplit une série d'actes décisifs qui le font entrer dans la maturité. Entre le bon élève collectionnant les prix d'excellence et le non-conformiste quelque peu affecté, méprisant la carrière toute tracée que lui offrait la rue d'Ulm, et prenant les airs que lui reprochait Gaston Laurent, il choisit de revenir au premier, d'assurer son avenir, de stabiliser sa vie, bref, de retrouver le sérieux qui constitue l'une des faces de son identité. Le Conseil d'État. Nanti de sa licence de droit, Léon Blum pose en effet dès 1894 sa candidature au Conseil d'État. Lointain héritier du Conseil du roi de l'époque monarchique, le Conseil d'État a été réorganisé au début de la Troisième République par la loi du 24 mai 1872, après avoir connu des statuts divers sous les régimes successifs de la France depuis le Consulat. Cette prestigieuse institution remplit le double rôle, quelque peu contradictoire, de conseiller juridique du gouvernement en matière juridictionnelle, législative et administrative, et de juge indépendant de l'administration. Rouage du pouvoir exécutif et administratif, il a aussi pour fonction de défendre les droits et libertés individuelles contre les abus éventuels de l'administration. Épuré en 1879 après la victoire des Républicains, le Conseil d'État de la fin du XIXe siècle est constitué de fonctionnaires qui, dans leur grande majorité, représentent la frange libérale du milieu républicain et un solide rempart des principes fondateurs du régime. Si la nomination des conseillers d'État et des maîtres des requêtes relève au terme des lois de 1872 et de 1875 du seul bon plaisir du gouvernement, qui nomme à sa discrétion qui il entend au poste à pourvoir, on voit cependant se mettre en place à partir de 1872 les structures d'une véritable carrière. La loi du 24 mai donne en effet au Conseil d'État le droit de recruter ses auditeurs par un système de concours dont il doit fixer les règles et la mise en œuvre, et qui va aboutir à la formation d'un véritable grand corps. À l'époque où Léon Blum décide de se présenter au concours de recrutement, un jury constitué de 3 conseillers d'État et de 2 maîtres des requêtes sélectionne les candidats, d'abord par une épreuve préparatoire consistant en une composition écrite, puis en fonction d'une composition écrite et d'une épreuve orale, dont le programme porte sur les principes généraux du droit politique et constitutionnel français, les principes généraux du droit des gens, les principes généraux du droit civil français et de l'organisation judiciaire de la France, l'organisation administrative et les éléments de l'économie politique. Les candidats se préparent en règle générale très sérieusement à ce concours, considéré comme particulièrement difficile, et ils le font en suivant les enseignements de l'École libre des sciences politiques,
fondée en 1871 par Émile Boutmy. Tel ne fut pas, semble-t-il, le cas de Léon Blum, qui a assisté en auditeur libre aux cours de Sciences Po, mais ne paraît pas s'être astreint à suivre les écuries organisées par les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'État. Aussi échoue-t-il au concours de 1894, et pour préparer celui de 1895, s'assure-t-il les services d'un répétiteur. Il se présente finalement en décembre 1895 en compagnie de 20 autres candidats pour les 3 places d'auditeur de 2e classe à pourvoir et compose pour l'épreuve préparatoire sur le sujet suivant: du contentieux administratif, des juridictions instituées pour juger ce contentieux, des cas exceptionnels dans lesquels, par dérogation au principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire est appelée à connaître des actes administratifs. Léon Blum figure parmi les 9 admissibles autorisés à se présenter aux épreuves écrites et orales, qui auront à composer à l'écrit sur le sujet, exposer comment il est pourvu au recrutement en hommes et en cadres officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de leurs réserves. Pour l'oral, il doit argumenter sur du pouvoir législatif, de son organisation actuelle, de ses attributions, de ses rapports avec le pouvoir exécutif. Les épreuves durent être convaincantes puisque le candidat fut classé 2e, intégrant ainsi le Conseil d'État comme auditeur de 2e classe à partir de janvier 1896. Ce succès à un concours difficile qui le ramène à son statut de bon élève, un moment abandonné, n'est pas non plus dépourvu de signification sociale et politique. Il est clair en effet que, lors des épreuves de sélection, le jury veille à n'introduire dans ce saint des saints du droit républicain que des candidats dont, outre les connaissances juridiques, la personnalité, la présentation, les opinions ne tranchent pas trop brutalement avec l'image que le jury se fait du bon auditeur. À cet égard, la note de renseignement très confidentielle, établie par le préfet de la Seine, donne au jury toute garantie sur la famille Blum comme sur le candidat lui-même. De la première, on affirme qu'il s'agit d'une famille d'industriels prospères et qu'elle a la réputation d'être républicaine. Du second, on note la religion israélite, mais surtout la sûreté de jugement, le fait qu'il n'a pas d'activité politique marquée, ce qui conduit au nihil obstat final. M. Blum paraît avoir l'instruction, les capacités, la tenue et les opinions nécessaires pour l'emploi d'auditeur au Conseil d'État. En d'autres termes, le jeune homme présente le profil nécessaire à l'emploi, celui d'un bourgeois républicain possédant les diplômes indispensables et dont la famille connaît une situation financière suffisante pour permettre à son rejeton de tenir son rang social sans compter sur son traitement. Car l'entrée au Conseil d'État ne peut guère être considérée comme assurant à son titulaire un niveau de vie suffisant. Fixée en 1872, la rémunération d'un auditeur de 2e classe est de 2000 francs par an, somme dérisoire qui explique qu'au jugement des contemporains, seuls les jeunes gens appartenant à des familles très aisées pouvaient entrer dans une carrière honorifique mais fort peu lucrative. L'idée parfois évoquée par ses biographes, selon laquelle Léon Blum choisit d'entrer au Conseil d'État pour acquérir son indépendance et ne plus être à la charge de sa famille, ne résiste donc guère à l'analyse. Sans doute l'accession à la première classe des auditeurs améliore-t-elle un peu les choses, puisque le traitement se trouve alors doublé, atteignant 4000 francs annuels. Mais Léon Blum ne parviendra à ce stade qu'au bout de 4 années, en 1900. Il lui faudra attendre 1907 pour parvenir au grade de maître des requêtes et percevoir 8000 francs d'émolument annuel. Ce n'est qu'en 1913 que, pour arrêter la fuite des auditeurs et mettre des requêtes vers le secteur privé, qui leur offre des carrières plus lucratives, le gouvernement propose aux chambres une importante augmentation de leur traitement. Il est vrai que la faiblesse de celui-ci est quelque peu atténuée pour Léon Blum par la rémunération des articles qu'il donne aux revues puis à la presse quotidienne.
Mais il est clair que ni l'une ni l'autre de ces sources de revenus ne lui permettent de subvenir à ses besoins sans l'aide de sa famille. Répondant à son faible intérêt pour la profession qu'il a embrassée, sa carrière au Conseil d'État ne paraît ni brillante ni rapide. Ce n'est qu'en 1910, 14 ans après son entrée, qu'il est nommé commissaire du gouvernement, après 10 années où il a fait fonction de commissaire suppléant. Lors de sa démission forcée du Conseil d'État en 1919, 23 ans après son entrée, il n'a toujours pas accédé au grade supérieur de conseiller d'État. Au total, une profession qu'il a sans doute exercée avec sérieux, mais sans enthousiasme particulier. Un statut peu lucratif pour qui a le goût et peut-être l'obligation d'une vie mondaine, et un débouché en tout point conforme à la jeunesse bourgeoise qu'a été la sienne. Dans cette apparente normalité du choix d'une profession demeure cependant un mystère. La décision de se présenter à ce concours, qui fait de lui un fonctionnaire membre d'un grand corps de l'État, l'effort de préparation consenti pour y parvenir, ne laisse pas de surprendre quand on se souvient de la désinvolture avec laquelle il avait traité son intégration à l'école normale supérieure, et de son refus du moindre effort pour s'y maintenir, voire du quasi-soulagement avec lequel il avait accueilli son exclusion. Sans doute peut-on considérer qu'il tenait le professorat pour moins prestigieux que l'appartenance au Conseil, qu'il jugeait les obligations d'un membre de celui-ci moins absorbantes que les tâches d'enseignement. Il n'en reste pas moins que cette démarche impliquait l'impossibilité de consacrer tout son temps à la construction d'une œuvre littéraire. Il est vrai que le précédent Stendhal pouvait lui faire penser qu'il n'y avait pas totale incompatibilité entre l'appartenance au Conseil d'État et un statut de grand écrivain. Et on constate de fait le vif intérêt qu'il éprouve pour l'auteur de la Chartreuse de Parme et de Lucien Leven, au point de lui consacrer 4 copieux articles dans la Revue de Paris, qu'il rassemblera en volume en 1914. Faut-il pousser plus loin l'identification et considérer, avec Ilan Grelsamer, qu'en dressant le portrait de l'écrivain Henry Bale, c'est un autoportrait que dessine Léon Blum. En fait, même en tenant compte de cette possibilité d'écrire que lui laisse le Conseil d'État, Léon Blum paraît bien, en passant le concours, avoir renoncé à la grande carrière littéraire dont il avait, son adolescence durant, caressé la perspective. L'homme est assez lucide pour se rendre compte que ses chroniques à la Revue Blanche, l'activité de critique littéraire qu'il commence à entrevoir, peuvent certes lui valoir une place dans le monde des lettres, mais non l'un des premiers rôles dont il avait un moment rêvé. Sans doute, comme le laissent entrevoir certains passages des nouvelles conversations avec Eckermann, s'est-il rendu compte qu'on ne pouvait guère confondre sa facilité d'expression avec le génie qui caractérise les grands écrivains. Dès lors, son entrée au Conseil d'État a la signification du choix d'une activité régulière, dispensatrice d'un statut social, et suffisamment légère pour lui permettre d'exercer un autre métier qui le passionne davantage et lui permet de se maintenir dans les milieux qu'il affectionne, celui de critique. Préfaçant en 1913 le volume d'Annales du théâtre et de la musique du critique dramatique Stulig, Léon Blum affirme « Je suis critique de profession et, j'ose le dire, de vocation », ce qui est faire bien peu de cas de son activité au Conseil d'État. Au demeurant, il n'y accomplit pas, comme on l'a vu, une carrière particulièrement brillante. Mais il a désormais acquis une position sociale qui le met à l'abri de la bohème relative du statut d'écrivain débutant, sans lui procurer pour autant l'indépendance matérielle totale. Il reste que l'entrée au Conseil d'État constitue pour lui le premier de ces gestes de maturité qui, durant les années 1896-1905, définissent le personnage nouveau qu'il a décidé de devenir. Le mariage. À peine nommé auditeur au Conseil d'État, Léon Blum se marie le 19 février 1896. Pour autant qu'on le sache, la décision ne résulte ni d'un soudain coup de foudre,
ni de fiançailles longuement préparées, mais de la volonté du jeune homme de stabiliser sa vie familiale comme il vient de le faire pour sa vie professionnelle. Il connaît depuis l'enfance Lise Bloch, qu'il a rencontrée dans la famille du grammairien Michel Bréal, dont la fille Clotilde, Clo, est sa meilleure amie. Puis, durant son adolescence, dans les salons littéraires fréquentés par les deux jeunes gens. Lise Bloch fait incontestablement partie de ces amitiés féminines que Léon goûte tant, sans que pour autant il ait jusqu'alors jamais songé au mariage. C'est le mariage de Gide à l'automne 1895 qui paraît provoquer chez lui une forme de déclic, et l'idée qu'après tout c'est peut-être là que réside le bonheur. Ne lui écrit-il pas alors « Je ne sais qui m'a raconté qu'il se préparait une grande chose dans ta vie. Peut-être as-tu trouvé la seule chose pour laquelle on doive vivre. Je te le souhaite de tout mon cœur, moi qui la cherche encore. » Et peu de temps après que Gide eut convolé, il laisse percer une certaine nostalgie. « J'ai beaucoup d'émotions à penser que tu es marié. Je supporte très mal chez d'autres, même chez ceux que j'aime, une chance de bonheur sur moi. » Si on ignore la réponse de Gide, une nouvelle lettre de Léon Blum, 3 mois plus tard, donne à penser que son ami a su le convaincre des délices de la félicité conjugale. « J'ai une grande nouvelle à te dire, que peut-être tu sais déjà indirectement. Je me marie la semaine prochaine. Je le fais avec beaucoup de bonheur et de tranquillité, et je suis heureux de pouvoir te l'annoncer à toi plus qu'à aucun autre. » Et d'ajouter que la réponse de son ami a beaucoup aidé à faire surgir en moi des sentiments anciens, mais presque latents, qui font mon bonheur aujourd'hui. On ne saurait mieux dire que le mariage de Léon Blum est le résultat d'une démarche rationnelle, rapide mais mûrement réfléchie, de recherche d'un bonheur ardemment voulu. Convaincu par Gide que c'est dans le mariage que réside le bonheur, il s'y précipite à son tour. On est là en présence d'un volontarisme du bonheur individuel qui est sans doute l'un des traits distinctifs de la personnalité de Léon Blum, une fois dépouillé des poses qui ont marqué sa prime jeunesse. Au demeurant, ce mariage accroît la nouvelle touche de respectabilité de l'homme, inaugurée par le succès au concours d'auditeurs au Conseil d'État. Sa jeune épouse est membre, comme lui-même, d'une famille juive de l'Est de la France, mais au statut de bourgeoisie plus anciennement et plus clairement affirmé que la sienne. Officier d'administration, son père, Eugène Louis, est chevalier de la Légion d'honneur, comme le seront ses 4 frères, dont 2 deviendront généraux, le 3e, directeur de la manufacture des tabacs, et le 4e, inspecteur des finances et procureur général près la Cour des comptes. On est bien en présence de ce milieu des Juifs d'État décrit par Pierre Birnbaum, profondément républicains et non moins conservateurs, qui ont commencé avec le régime installé en 1880 une ascension sociale qu'ils entendent confirmer par des alliances matrimoniales consolidant le statut acquis. À cet égard, le jeune Léon Blum, s'il tranche avec le milieu des blocs en raison de sa collaboration à une revue d'avant-garde, voire des idées socialistes qu'il professe et sur lesquelles nous reviendrons, vient d'acquérir par son succès au concours d'auditeurs du Conseil d'État une honorabilité de bonne aloi qui paraît indiquer qu'il est sur le chemin de la rédemption. Le mariage est donc célébré le 19 février 1896 à la mairie du 6e arrondissement et le lendemain en grande pompe à la synagogue de la rue de la Victoire par le grand rabbin de Paris. Nombre des amis de Léon Blum, issus du milieu intellectuel, y sont présents. Toutefois, quelques-uns considèrent qu'en se mariant, Blum met fin en quelque sorte à l'amicale complicité qui le liait à ses compagnons de jeunesse, ce qui après tout n'est pas si mal jugé la volonté du jeune marié de tourner la page de l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte. Tel est le cas de Philippe Berthelot, frère de René, qui lui écrit le 15 janvier 1896 à l'annonce de son mariage « Votre mariage est une trahison. Mais si vous êtes heureux, je suis heureux pour vous et vous envoie toute mon affection. »
En réponse au faire-part de mariage, il récidive 1 mois plus tard. « Mon cher ami, ne comptez pas sur moi jeudi. Je penserai à vous qui avez été pour moi un ami affectueux et sûr, et je tâcherai d'oublier que l'amitié pour le nid du bonheur n'est pas une hirondelle. Je ne crois pas être égoïste au sens bas du mot, et je me contenterai du sentiment que vous êtes heureux. Mais perdre un délicat compagnon, cela est dur. » En revanche, des amis de la Revue Blanche, comme Paul Adam, Fernand Gregg ou le peintre Vuillard, qui n'ont pu se rendre à son mariage, lui adressent d'affectueuses lettres d'excuses. Parmi eux, Maurice Barrès, qui avait envoyé à l'occasion des fiançailles de son ami Léon Blum une lettre de félicitations à la mère de celui-ci, et qui est au même moment candidat aux élections municipales à Paris, lui envoie un télégramme chaleureux. « Mon cher ami, vous m'aurez excusé si je suis le seul de vos amis que ne vous serre pas la main aujourd'hui. Cela m'est matériellement impossible et cela me peine. Je vous prie de bien vouloir faire agréer mes hommages à Madame Léon Blum et de me croire affectueusement vôtre. » Le mariage va apporter à Léon une aisance matérielle qu'il ne peut attendre de son choix professionnel. Lise reçoit de ses parents une somme de 50 000 francs et une rente viagère de 4 000 francs par an. Elle possède des titres hérités d'un oncle et sa dot comporte objets, actions et obligations pour un montant de 110 000 francs, cependant que sa tante lui constitue de son côté une dot de 50 000 francs. Le jeune couple s'installe rue du Luxembourg, l'actuelle rue Guinmer, à proximité de la rue d'Assas, où résident les Bloch. À peine mariés, Léon et Lise Blum partent en voyage de noces en Italie, où ils séjournent de février à avril 1896, visitant successivement Naples, la Sicile, Venise, Rome. Les lettres adressées par Léon et Lise à Auguste Blum et à son épouse témoignent d'un bonheur parfait, de la félicité totale attendue par Léon de son mariage et dont il paraît vouloir convaincre sa famille qu'elle est en voie de réalisation. Ces lettres sonnent comme autant de bulletins de victoire. « Il y a 15 jours que je suis marié. Est-ce drôle? Lise, qui me regarde écrire, ne trouve pas. Moi non plus, au fond. » 2 semaines plus tard, nouveau constat extasié. Il y a aujourd'hui 4 semaines. Si toute la vie le temps doit passer comme cela, Seigneur Dieu. Le 2 avril, de Venise, il réitère sa joie. Il y a aujourd'hui 6 semaines. Seigneur mon Dieu, qu'en dites-vous? Est-ce qu'à vous aussi le temps vous aura passé si vite? Il n'est pas douteux que Léon ait éprouvé pour Lise une profonde affection, qu'il démontrera jusqu'à la disparition de cette dernière en 1931. Pour autant, on ne saurait affirmer que le sentiment qu'il éprouvait ait été aussi profond que l'amour qu'il devait porter plus tard à Thérèse Pereira, épousée en 1932 après une très longue liaison. En d'autres termes, la recherche volontaire de bonheur individuel dont témoigne le mariage de Léon Blum en 1896 n'a-t-elle pas rapidement débouché sur une situation de conformisme conjugal assez analogue dans ce domaine à ce qu'avait été en matière professionnelle le choix du Conseil d'État? Bien des indices donnent à le penser, ne serait-ce que la précaution qu'il prend d'assurer en exergue de son livre Du mariage, publié en 1907, que la critique de l'institution matrimoniale à laquelle il se livre ne doit rien à sa propre expérience. L'ouvrage lui-même n'évoque-t-il pas, entre les lignes, des aventures dont l'auteur est parfois partie prenante, et dont rien ne dit qu'elles soient toutes imaginaires? Et comment ne pas penser au mariage de Léon Blum quand celui-ci met dans la bouche de Goethe, à la date du 2 août 1899, des propos dont il est difficile d'estimer qu'ils sont sans rapport avec l'expérience de leur auteur. « Le désir d'aimer, dit Goethe, ne suffit pas pour qu'on aime. La volonté d'être heureux ne suffit pas au bonheur. Les amours ne sont pas toujours partagés. Les formes de l'amour sont variées. Elles ne se commandent et ne se répondent pas toujours. On peut aimer l'amour sans aimer personne.
On peut aimer un être sans aimer l'amour. L'amour parfois est exigeant et tyrannique, conseillé de vengeance, d'injustice et de colère. D'autres savent aimer sans jalousie et sans haine, et on croit alors qu'ils n'aiment point. Auditeur au Conseil d'État, marié à Lise Bloch, disposant désormais d'une situation matérielle confortable, Léon Blum subit dans les dernières années du siècle un troisième rite d'initiation vers la maturité, celui de l'ouverture à la vie de la cité. Une précoce conversion au socialisme? Quand Léon Blum devient-il socialiste? On a vu que par son milieu, il est républicain, et qu'entre les diverses nuances du terme, il n'a pas véritablement choisi, puisque, comme le remarque le préfet Poubelle en 1894, il ne fait pas de politique active. Son premier article de 1892, évoqué plus haut, « Les progrès de la politique en France », se veut une étude objective de l'attitude des Français envers la politique, et témoigne d'un grand scepticisme envers les socialistes, leur mise en équation du bonheur humain et l'emphase de leur justice distributive. Bref, à 20 ans, Blum n'est pas socialiste. Éphémère et intermittent élève de l'école normale supérieure, il a apparemment totalement échappé à l'influence du charismatique bibliothécaire de l'école, l'Alsacien Lucien R., qui devait jouer un rôle essentiel dans la conversion au socialisme de nombre d'élèves ou d'anciens élèves de l'école, à commencer par le plus prestigieux d'entre eux, Jean Jaurès. Cette occasion perdue, Léon Blum la corrige dès 1893, à 21 ans, s'il faut en croire la relation qu'il en fait à Louis Lévy, mais en 1931. Selon ce récit, c'est au cours d'une rencontre fortuite entre le bibliothécaire de la rue d'Ulm et lui-même, place de la Concorde, en avril 1893, que se serait produite pour le futur chef du Parti socialiste la révélation. Une conversation de plusieurs heures sur les Champs-Élysées aurait abouti à dessiller les yeux du jeune homme et à révéler chez lui un socialisme latent, mais non encore clairement identifié. Ce trop beau récit mérite pour le moins d'être nuancé, et on ne peut s'empêcher de s'interroger sur une possible reconstruction du passé, identifiant un peu plus Léon Blum à Jean Jaurès, dont il ne cesse après 1914 de se présenter comme l'héritier. Le résultat incontestable de la rencontre est la profonde amitié qui rapproche désormais Léon Blum de Lucien R., et qui durera jusqu'à la mort de ce dernier en 1926. Les deux hommes sont désormais très proches, correspondent fréquemment, font ensemble de longues sorties à bicyclette ou des excursions en montagne, admirant sommets et lacs suisses. Intime de la famille Blum, R apprécie le couple et écrit volontiers à Lise, qui, à la différence de Léon, ne manque jamais de répondre aux courriers qu'elle reçoit. Cette profonde amitié n'est pas dépourvue d'influences réciproques, mais il n'est pas certain que la politique et le socialisme y occupent la place essentielle. Les lettres de R à Blum, à la différence de la correspondance de R avec le philologue Charles Handler, son ami proche, maître de conférences d'allemand rue d'Ulm, qui évoque les débats théoriques du socialisme, sont d'une toute autre nature. Sans doute R discute-t-il des entreprises au sein desquelles il se trouve engagé en compagnie de Léon Blum, qu'il s'agisse de l'affaire Dreyfus ou de la naissance de l'humanité. Mais ces lettres sont tissées de relations de sa vie quotidienne, d'informations souvent sibyllines sur les liens, les ruptures, les projets de leur connaissance commune, rédigées en termes souvent mystérieux. Ainsi, le 11 avril 1907, la lettre de R à Blum traite-t-elle des prévisions de mariage de mademoiselle Pereira, l'une des jeunes filles de leur entourage, avec un jeune juif à demi francfortois, à demi anglais, fort riche, mais qui l'obligerait à vivre soit à Francfort, soit à Londres, ajoutant toutefois qu'une autre affaire était en train qui aboutirait peut-être, mais qu'en tout état de cause, Léon Blum était supposé tout ignorer de ses projets. Il semble donc que dans la proximité réelle et incontestable de Lucien R et de Léon Blum, l'amitié l'ait emporté de loin sur les affinités politiques, même si l'une n'excluait pas nécessairement les autres.
On en trouve d'ailleurs un témoignage assez curieux dans la lettre que Charles Handler adresse à Blum en 1914 pour lui demander d'intervenir auprès de R afin que celui-ci lui pardonne d'avoir accepté d'être décoré de la Légion d'honneur. « J'ai vu R hier, il a sangloté à l'idée de la mésaventure qui vient de m'arriver d'être décoré. Je ne vous demande pas de me féliciter, mais je vous demande, si vous revoyez Lucien, de plaider ma cause. Vous sentez qu'une croix qui m'arrive vers la cinquantaine ne pourrait me causer de grande joie, même si je croyais à l'institution que la démocratie balayera demain. Et il ne peut y avoir que mélancolie à célébrer ainsi le 30e anniversaire de mon entrée en service. Je suis de la promotion 1884 à l'école normale. Mais, refoulé comme je le suis sur mon activité professionnelle, je n'avais plus de raison de refuser la plus habituelle distinction. » Grand lecteur de Proudhon, de Marx, de Lassalle, Lucien R est un spécialiste de Hegel, auquel il consacre ses recherches. Le choix qu'il a opéré entre les diverses écoles qui, dans la dernière décennie du siècle, constituent le socialisme français, n'est pas sans intérêt pour juger de la nature de son socialisme et de son influence éventuelle sur celui dont se réclamera Blum. R répudie en effet les deux groupes qui constituent l'aile la plus révolutionnaire du socialisme français. Celle qui entendait renverser par la violence la société bourgeoise, le Parti ouvrier français de Gued et Lafargue, et le courant blanquiste dirigé par Édouard Vaillant. Au premier, le philosophe R reprochait le caractère systématique, voire dogmatique du marxisme dont il se réclamait. Quant au second, héritier du spontanéisme des journées révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, il représentait à ses yeux un mouvement archaïque, inadapté à la société libérale de la Troisième République. Toutefois, le possibilisme, consistant à introduire le socialisme à petite dose, en particulier par des actions entreprises au niveau des municipalités, et qui est le fait des disciples de Paul Brousse, qui ont quitté en 1882 le POF de Gued, lui apparaît comme une démarche lente aux résultats incertains, fort peu distincte du réformisme radical, voire progressiste. Aussi, R adhère-t-il dès sa formation en 1891 au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Jean Allman, ouvrier typographe, ancien membre de la Commune, et condamné au bagne pour sa participation à celle-ci, qui développe l'idée d'un socialisme appuyé sur les syndicats ouvriers, seuls authentiques représentants du prolétariat, et dont le moyen d'action privilégié serait la grève générale. Fidèle à ce socialisme ouvriériste, l'intellectuel R devient l'un des rédacteurs du journal almaniste Le Parti ouvrier. En dépit de ses affirmations à Louis Lévy, rien dans les écrits, le mode de vie, le comportement de Léon Blum ne peut permettre, jusqu'au déclenchement de l'affaire Dreyfus, de corroborer son adhésion au socialisme. Que la conversation avec R de 1893 lui ait fait entrevoir la parenté entre l'exigence de justice héritée de son enfance et de son milieu avec le socialisme, c'est possible. Mais aucun acte concret ne vient confirmer cette conviction. La préparation du concours du Conseil d'État, le brillant mariage avec Lise Bloch, le voyage de noces en Italie, la vie mondaine menée par le jeune couple, l'élégance quelque peu ostentatoire de Léon, ne tracent guère le portrait d'un néophyte de l'émancipation ouvrière. Tout au plus peut-on évoquer un intérêt intellectuel et une sympathie pour un socialisme assez vague qui n'entraîne guère d'actes concrets. Il faut attendre le déclenchement de l'affaire Dreyfus pour que l'engagement civique de Léon Blum entre dans les faits, le conduisant dès lors à envisager le socialisme comme un choix cohérent avec ses idées et son positionnement dans le conflit qui a marqué sa génération d'une empreinte indélébile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.